This episode is brought to you by LifeLock. Not everyone is careful with your personal information, which might explain why there's a victim of identity theft every 5 seconds in the US. Fortunately, there's LifeLock. LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats to your identity. If your identity is stolen, a US-based restoration specialist will fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year by visiting lifelock.com/podcast. Terms apply. Look around. You can find cars like these on AutoTrader, like that car right in your tail. Or if you're tailgating right now, all those cars doubling as kitchens and living rooms are on AutoTrader too. Are you working out and listening to this ad at the same time? Well, multitasking pro, cars like the ones in the gym parking lot are for sale on AutoTrader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on AutoTrader. Just you wait. AutoTrader. Salut à toutes, salut à tous. Deuxième chrono déjà de ce Giro lors de cette 10e étape. Un chrono un peu plus long que le premier lors de la deuxième étape. Celui-ci, il fait 29 km. Il est donc même assez long. Il est quasiment plat. Il y a tout juste une petite collinette à quelques pourcents à mi-course. 2 points intermédiaires au kilomètre 8,5 et au kilomètre 20,5. C'est donc un effort parfait pour les spécialistes de la discipline. Le grand favori, c'est celui qui a remporté le premier de ces chronos, Joshua Tarling, qui semble un petit peu au-dessus du lot, même s'il y aura quelques autres opposants comme Edoardo Affini, le champion d'Europe en titre, comme Wout van Aert, Matthias Vacek, Brandon McNulty, et puis les coureurs du classement général, Primoz Roglic, Juan Ayuso, Antonio Tiberi, voire Jay Vine, pourquoi pas Luc Plapp, qui avait chuté, on se rappelle, lors du premier chrono, mais qui avait été parti sur un bon temps. Est-ce qu'aujourd'hui il arrivera à faire mieux? Et des chutes, il faudra s'en méfier, car il pleut aujourd'hui, et évidemment ça sera son importance entre ceux qui prendront tous les risques pour faire le meilleur temps possible et ceux qui ne voudront pas faire de boulettes. Ça pourrait un petit peu rebattre les cartes, cette pluie, dans les rues de Pise. Isaac Del Toro, qui sera le dernier à s'élancer, puisqu'on partira bien sûr dans l'ordre du classement, à savoir du premier au dernier. Le dernier pour l'instant, c'est Alexander Krieger, le coureur de la Tudor, qui sera donc le premier à s'élancer. Le premier, c'est Isaac Del Toro, qui sera le premier avec 1 minute et 13 secondes d'avance sur Juan Ayuso. On va voir s'il pourra garder son maillot rose. C'est pas du tout un mauvais chronomane, Isaac Del Toro. La preuve, lors du chrono de Tirana, lors de la deuxième étape, il avait pris la 12e place. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui lui fait peur. Et il a donc des possibilités peut-être de sauver son maillot s'il fait une belle performance aujourd'hui, Isaac Del Toro. Et puis bien sûr, on va suivre surtout ce que va faire Primoz Roglic, qui a perdu du temps hier, plutôt il y a 2 jours, et qui va devoir se rattraper aujourd'hui, prendre des risques sous la pluie. Mais attention, on a vu que lors de la reconnaissance, il y a quelques heures, Primoz Roglic était tombé justement en faisant simplement la reconnaissance de ce circuit. C'est dire si la pluie a joué un rôle aujourd'hui et qu'il faudra s'en méfier dans cette 10e étape du Giro. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Alexander Krieger est donc le premier à s'élancer sur une route humide. Il ne pleut plus pour l'instant, la pluie qui s'est calmée, là, mais on annonce des nuages qui vont venir et repartir, ça devrait retomber. On annonce les pires conditions, plutôt aux alentours de 5 heures, c'est-à-dire quand les meilleurs, quand les 10 premiers en gros du classement général seront sur la route. Donc a priori, ce serait plutôt un avantage de partir le plus tôt possible. Et parmi ces coureurs qui vont partir assez rapidement et qui sont des bons chronomanes, on peut citer Ethan Hayter, Joseph Cerny, s'il s'est remis de sa blessure à son genou. Edoardo Affini va partir aussi parmi les 30-40 premiers. Donc ça, c'est des coureurs qui devraient faire les premiers vrais temps de référence et profiter des conditions peut-être un petit peu plus clémentes que les coureurs qui partiront en dernier auront. Un premier temps, un vrai temps de référence là pour Michael Edburn. Il a rattrapé 3-4 coureurs et il va terminer en 33 minutes et 20 secondes. Pour Michael Edburn, le coureur de la Jayco Alula, qui fait beaucoup mieux, qui fait 2 minutes 44 de mieux que le deuxième temps pour l'instant qui était celui de Jensen Plowright. Et les autres comme Krieger, Carben Tiersen qui sont arrivés aussi ont fait encore pire. Bon, il y a des coureurs qui le font vraiment de manière tranquille. Le but c'est juste d'arriver sans tomber et sans non plus trop se fatiguer, tout en terminant quand même dans les délais. Mais c'est vraiment un gros temps. Là sur la ligne de départ, on a Dan Hull qui s'élance, champion des Pays-Bas du contre-la-montre.
Et puis on a des coureurs encore sur des favoris, ou plutôt des outsiders, comme Edoardo Affini, comme Ethan Hayter, comme Joseph Cerny, ou comme Michael Zilliard, qui sont déjà partis. On va voir ce que vont faire ces coureurs. Mais là, gros temps pour Michael Hepburn, qui va se mettre sur le hot seat et qui devrait peut-être y rester un petit moment. On va voir ce que font les temps notamment de Ethan Hayter et de Edoardo Affini, qui a quand même le maillot de champion d'Europe du contre-la-montre sur les épaules. Ethan Hayter qui fait 23 secondes de mieux que Michael Hepburn au deuxième temps intermédiaire, alors qu'au premier point intermédiaire, c'est Edoardo Affini qui vient de passer, qui fait 1 seconde de mieux qu'Ethan Hayter, qui là avait fait 12 secondes de mieux que Michael Hepburn. Et on a encore Joseph Cerny qui a fait 7 secondes de mieux que Michael Hepburn. Donc voilà, Cerny, Affini et Ethan Hayter sont pour l'instant sur des temps de passage supérieurs à ceux de Michael Hepburn et donc devraient assez rapidement finalement l'expulser de ce hot seat. Et l'arrivée de Ethan Hayter qui va faire beaucoup mieux que Michael Hepburn. Il va améliorer le temps de Michael Hepburn de 40 secondes de mieux que Michael Hepburn. C'est énorme pour Ethan Hayter qui fait vraiment un énorme temps là, 32 minutes et 40 secondes. Il est parti sur des grosses bases, Ethan Hayter. Mais il y a un coureur qui vient de faire mieux que lui au premier point intermédiaire, c'est Dan Hull, qui a fait 6 secondes de mieux. Donc Edoardo Affini, lui, était dans le même temps à peu près que Ethan Hayter à ce premier point intermédiaire aussi. Donc il a encore des adversaires qui pourraient là aussi doubler Hayter assez rapidement. Autour d'Edoardo Affini, le champion d'Europe d'arrivée, il était 2 secondes derrière Ethan Hayter au deuxième point intermédiaire et il va finir derrière. Il va finir derrière Ethan Hayter, le champion d'Europe, qui va finir exactement à 14 secondes derrière Ethan Hayter. 14 secondes pour Ethan Hayter, il prend la deuxième place provisoire entre Hayter et Michael Hepburn. Joseph Cerny, lui, il a craqué sur la fin, probablement toujours à cause de son genou douloureux. Il a fini à 1,14 de Joseph Cerny. Par contre, il y a un coureur là, qui fait forte pression. Il a fait 14 secondes de mieux qu'Ethan Hayter au deuxième point intermédiaire. C'est Dan Hull. C'est donc lui que l'on attend désormais sur la ligne d'arrivée pour peut-être prendre le meilleur temps provisoire. Alors que sur le podium, c'est le départ de Luke Plapp, champion d'Australie du contre-la-montre, dont on attend aussi beaucoup aujourd'hui, s'il ne chute pas comme il l'avait fait lors du premier chrono. Le départ de Wout van Aert. Est-ce qu'il va réussir à faire le doublé, remporter 2 étapes à la suite? C'est pas impossible, c'est évidemment un très bon chronomane et désormais il a retrouvé la confiance. C'est aussi important. Et s'il veut s'imposer, il devra faire mieux que Dan Hull, car c'est lui qui arrive désormais sur la ligne d'arrivée. Il est quasiment au sprint et il va faire mieux qu'Ethan Hayter. Il va faire mieux qu'Ethan Hayter pour 10 secondes. 10 secondes de mieux qu'Ethan Hayter. Il avait 14 secondes au deuxième point intermédiaire. Finalement, il termine avec 10 secondes. Il a perdu un tout petit peu de temps sur la fin. Mais il fait mieux qu'Ethan Hayter. Il prend la première place. Désormais, donc le podium provisoire, c'est Dan Hull devant Ethan Hayter et devant Edoardo Affini. Mais on a Luke Plapp et Wout van Aert qui sont déjà sur la piste alors qu'il ne pleut toujours pas. Les conditions sont toujours acceptables, même si la route est un tout petit peu humide. Et la crevaison là pour Jevine qui est parti. Il est parti juste après Joshua Tarling qui lui aussi s'était lancé. Jevine, il a crevé, il a dû changer de vélo. C'était un potentiel outsider aujourd'hui. Là, avec ce changement de vélo, en plus, il a des problèmes là pour remettre son compteur. Donc là, Jevine, on peut déjà l'effacer des potentiels vainqueurs aujourd'hui. La crevaison dès le début en plus. Et maintenant, c'est Mats Pedersen qui s'élance. Mais aujourd'hui, je pense que Mats Pedersen, il va y aller mollo. Il avait fait un très bon chrono, bien sûr, à Tirana parce qu'il défendait son maillot de leader qu'il avait perdu pour une petite seconde. Aujourd'hui, il n'a plus ça à défendre. Donc, il est possible qu'il ne fasse pas le chrono de sa vie. On va attendre les arrivées de Van Aert et de Tarling au premier point intermédiaire. Mais Luke Plapp, lui, est passé au premier point intermédiaire. Il était seulement 2 secondes derrière Dan Hull. Donc, clairement, dans les temps pour Luke Plapp. Et allez, Josh Tarling qui passe au premier point intermédiaire et qui met 17 secondes à Dan Hull. 17 secondes de mieux pour Joshua Tarling. Alors que Wout van Aert lui est passé 3 petites secondes derrière Dan Hull. Là aussi, il fait un bon chrono. Il est encore dans le coup. Du moins, il est dans le coup par rapport à Hull et à Plapp, mais pas par rapport à Tarling qui est en train d'exploser le chrono. 17 secondes de mieux au premier point intermédiaire. Oh, et Josh Tarling là qui est rentré dans... C'est qui? C'est Michael Frolic-Honoré qui était le coureur parti 1 minute avant lui. Et il ne l'a pas vu et c'était dans un zigzag. Et Josh Tarling, il a dû même freiner. Il lui est un petit peu rentré dedans. Alors ça va, il n'est pas tombé, mais ça a un petit peu ralenti. Il ne l'a pas repéré. On lui a pas dit dans l'oreillette qu'il était là, Honoré. Je sais pas, il ne l'a pas vu en tout cas. Et dans un zigzag, Tarling a voulu passer à sa droite. Sauf que Honoré aussi s'est déporté à droite et il ne pouvait plus passer. Et il lui a un petit peu rentré dedans. Il s'en est sorti sans chute, mais ça l'a ralenti. Là. Il a vraiment dû mettre un petit coup de frein, je pense, Josh Tarling. Bon, il avait 17 secondes d'avance. Ça devrait pas trop
le perturber, mais ça lui fait perdre quelques secondes quand même. Luc Plapp qui passe 30 secondes derrière Dan Houle au deuxième temps intermédiaire. Ils ont perdu du temps et Van Aert passe 53 secondes. Ils ont vraiment perdu beaucoup de temps. Et là, c'est au tour de Joshua Tarling d'arriver. Et il avait 17 secondes d'avance et il a perdu du temps. Il va être derrière là, à ce deuxième temps intermédiaire. Joshua Tarling, 4 secondes. 4 secondes derrière Dan Houle pour Joshua Tarling. Alors, est-ce que c'est dû à ce petit incident là avec Michael Frolich-Honoré, le Danois qui ne l'avait pas vu et qui lui a un petit peu barré la route, et Tarling qui a dû freiner. Il a quand même pas perdu 20 secondes là-dessus. Très étonnant. Tarling qui est derrière Dan Houle, 4 secondes derrière. Alors, voilà, Luc Plapp, pareil, hein, il était 2 secondes derrière Dan Houle au premier point intermédiaire. Et là, il est 31 secondes. Wout van Aert, il était 3 secondes derrière Dan Houle. Là, il est à 49 secondes. Donc finalement, c'est un peu logique aussi. C'est Dan Houle qui, je pense, plutôt a fait une deuxième partie de parcours assez incroyable. Mais on se rappelle que Dan Houle, il avait 14 secondes d'avance sur Ethan Hayter à ce point-là. Et il a fini avec 10 secondes d'avance. Donc il a plutôt perdu du temps. 4 secondes sur Ethan Hayter, par exemple, dans ce dernière partie. Et 4 secondes, c'est justement l'écart qu'il a d'avance sur Joshua Tarling. Donc ça va pas se jouer à grand-chose. Mais Tarling, il faut vraiment qu'il enclenche définitivement la machine à rouler, là, s'il veut rattraper le Hollandais. L'arrivée de Wout van Aert, mais qui finalement va perdre beaucoup. Il va finir, il va prendre la 10e place provisoire à plus d'une minute. 1 minute et 9 secondes de Dan Houle. Luc Plapp, lui, il est déjà arrivé. Il a pris la 4e place provisoire. Il a fini à 40 secondes de Dan Houle, qui garde la tête, mais directement, Tarling qui arrive. Il a pas rattrapé Wout van Aert, mais presque. Il a 33 secondes à 600 mètres. Oh, ça va se jouer à pas grand-chose. Hein. Ça va se jouer à pas grand-chose pour Joshua Tarling. 20 secondes aux 400 mètres. Oh, ils vont finir quasiment dans la même seconde. Hein. Dernier virage, et c'est tout droit. 300 mètres, 12 secondes. Ah non, il y a encore le dernier virage. Oh, il va être derrière. Il va être derrière, 5 secondes aux 550 mètres. Il va être derrière Joshua Tarling. Il va pas s'imposer, incroyable. Dan Houle qui garde sa première place, et même assez largement. Il finit à 7 secondes, Joshua Tarling. 7 secondes derrière Dan Houle pour Josh Tarling qui prend la 2e place provisoire. Ah, Dan Houle là qui est dans l'autre site. Oh, il se retient de sourire et d'exulter parce qu'il sait qu'il y a évidemment encore beaucoup de monde. Mais quand même, exploit. Il fait 7 secondes de mieux que Joshua Tarling. 7 secondes, ouais, là, ouais. Ce petit moment avec Michael Frolich-Honoré, je pense, on va en reparler. Hein. Du côté de l'IF Education Easy Post. Heureusement que Dan Houle, il n'est pas de la même équipe que Michael Frolich-Honoré. Sinon, là, il y aurait eu presque un gros scandale. Parce qu'ils ont fait une erreur, enfin Honoré a fait une erreur en ne voyant pas Tarling et en lui coupant la route. 7 secondes de différence, ça aurait peut-être suffi à Tarling pour s'imposer. Étonnant. Désormais, voilà, la plupart des spécialistes du contre-la-montre sont partis. Il ne reste ensuite plus que on va attendre les coureurs du classement général, les Roglic, les Ayuso, les Tiberi. On va voir aussi ce que peut faire Brandon McNulty. Pour l'instant, il n'y a pas de pluie qui tombe ou qui a perturbé le parcours. À l'arrivée de Jevine. Et Jevine, mais par contre, Jevine, c'est étonnant. Il va prendre la 5e place provisoire. Il va faire mieux que Luc Plapp. Alors qu'il a crevé, il a changé de vélo. Il a ensuite eu un problème avec son compteur. Il a rappelé sa voiture. Il a perdu au moins 30 secondes. Et là, il finit à 37 secondes de Dan Houle. Il aurait peut-être bien pu, là aussi, peut-être battre Dan Houle s'il n'avait pas eu ce problème, cette crevaison. 2 coureurs qui ont fait mieux que Dan Houle au premier point intermédiaire, c'est Marco Frigo et Mattia Cattaneo. Mais là, Marco Frigo, il arrive au second point intermédiaire et comme tout le monde, d'un seul coup, il perd énormément de temps sur Dan Houle dans cette 2e partie. Je ne sais pas ce qu'il a fait, Dan Houle, il a pris un raccourci, c'est pas possible. Parce que tout le monde perd une trentaine de secondes sur Dan Houle dans cette seconde partie du parcours. Voilà, il avait 3 secondes d'avance, Marco Frigo, au premier point intermédiaire sur Dan Houle. Il en a 24 de retard. C'est assez étonnant. On va voir si Mattia Cattaneo, qui lui aussi avait fait 3 secondes que mieux que Dan Houle sur la première partie, va être bien derrière au 2e point intermédiaire. Il arrive là, Mattia Cattaneo, et il est également derrière. Ah, c'est ouf, hein. Dan Houle, il a fait une seconde partie de dingo. Je sais pas, il y a eu une bourrasque dans son dos qui l'a poussé. Parce que là, Cattaneo, il est pas mal quand même. Hein. 12 secondes. 12 secondes de plus que Dan Houle. Il fait un meilleur temps que Ethan Hayter. Il pourrait peut-être aller chercher la place sur le podium provisoire, Mattia Cattaneo, là. L'arrivée de Mattia Cattaneo. Marco Frigo a craqué sur le final. Il prend le 7e temps intermédiaire. Mattia Cattaneo qui aussi a perdu du temps sur le final, mais il va faire mieux. Il va prendre la 4e place. Il va faire un tout petit peu mieux qu'Eduardo Affini. Ouais, Mattia Cattaneo, nouveau 4e. Désormais, le classement, c'est donc Dan Houle devant Joshua Tarling, Ethan Hayter, Mattia Cattaneo et Eduardo Affini. C'est ça le top 5 provisoire.
Mais le temps de Dan Hull, qui a fait une deuxième partie de course canon, tient bon pour l'instant. Primoz Roglic, qui passe au premier point intermédiaire et qui est loin, 30 secondes derrière Joshua Tarling, qui avait fait le meilleur temps. Il avait fait mieux que Dan Hull. Ça veut dire que Roglic est pour l'instant 13 secondes derrière Dan Hull. L'explication, c'est qu'il commence à pleuvoir et que les routes d'un seul coup sont mouillées. Et comme on l'avait prévu un petit peu, enfin du moins comme la météo l'avait prévu, il semblerait bien que la pluie fait des siennes et va empêcher les favoris d'espérer la victoire. Et ça sent du coup très bon pour Dan Hull. Il pleut des cordes désormais. Ouais, ça y est, d'un seul coup, c'est presque l'orage là qui est en train de tomber. Les parapluies qui sont ouverts de partout dans le public désormais. Ce qui est une très bonne nouvelle pour Dan Hull, pour une éventuelle victoire d'étape là. Après, il y a quand même un intérêt, c'est bien sûr les écarts entre les favoris. Et faire attention également à ne pas tomber. Et 53 secondes désormais de retard pour Roglic au deuxième point intermédiaire. La pluie qui a clairement eu son influence. On va voir ce que vont faire Ayuso, Tiberi et Isaac Del Toro par rapport à ce temps de Roglic désormais qui est le temps, on va pas dire de référence, mais le temps à partir duquel on va se baser parce que le temps de Dan Hull, a priori, avec cette pluie qui tombe, ne pourra plus être battu. Michael Storer est arrivé avec 2 minutes 33 secondes de retard sur Dan Hull. Storer, c'était le 11e du classement général. Et du coup, on va comparer avec Primoz Roglic qui arrive dès à présent. Alors, il va terminer loin de Dan Hull. Il va faire beaucoup mieux qu'un Michael Storer. Donc, c'est peut-être finalement un bon temps que fait Primoz Roglic. Il va terminer à 1 minute et 15 secondes de Dan Hull en 17e provisoire. 17e place provisoire. 1 seconde de mieux que Dorian Godon. C'est vous dire à quel point quand même la pluie a influencé les parcours des favoris. Voilà, 1 minute 14. On va retenir ce chiffre et on va voir ce que feront les Ayuso, Tiberi par rapport à ce temps-là. On a vu que Storer c'était 2 minutes 33. Donc il fait 1 minute 18 de plus que Roglic. C'est la tempête Carapaz qui arrive et qui va perdre beaucoup de temps sur Primoz Roglic. C'est encore pire que quand Roglic roulait. Là, c'est vraiment, il pleut des cordes. Carapaz qui termine 56e provisoire à 2 minutes 52 de Dan Hull. Et donc à 1 minute et 47 secondes de Primoz Roglic. Ça fait beaucoup de temps perdu et c'est pas le seul. McNulty termine à 1 minute et 8 secondes de Roglic. Bernal à 1,43. Ciccone à 1,33. Le seul qui a bien limité la casse pour l'instant, c'est Simon Yates qui a terminé à 28 secondes de Primoz Roglic. Pour la victoire d'étape, il n'y a plus de suspense. Dan Hull va s'imposer parce qu'il ne reste plus que 3 coureurs. C'est Tiberi, Ayuso et Del Toro. Del Toro est en grande difficulté pour l'instant. Il est bien loin des temps de Roglic et de Ayuso. Et on se demande même si Del Toro ne va pas perdre son maillot rose au profit de Juan Ayuso. Juan Ayuso qui est en train de faire plutôt un bon temps. Il est à peu près dans les mêmes temps de passage que Primoz Roglic. On va voir, mais la différence entre les deux ne devrait pas être trop grande. On attend ces 3 coureurs, Tiberi, Ayuso et Del Toro, sur la ligne. Allez, le voici Tiberi. Et il va faire pas un trop mauvais temps, mais il va quand même perdre pas mal sur Primoz Roglic. Malgré tout, Roglic, on sent, ça va être le grand vainqueur du jour après avoir été le grand perdant hier. Il est le grand vainqueur. Tiberi qui termine à 1,53 de Dan Hull. Et donc à 38 secondes de Primoz Roglic. Allez, voilà l'arrivée de Juan Ayuso. Et c'est clairement celui qui va perdre le moins de temps sur Primoz Roglic. Mais il va quand même finir derrière. Il va quand même perdre un petit peu de temps. Il a encore 150 mètres à faire, 1 minute 25. Il a pour l'instant 10 secondes de perdu sur Primoz Roglic. Il donne tout dans cette dernière ligne droite. Et il va terminer à 1,35, 1,34 de Dan Hull. Et donc 20 secondes en gros. 20 secondes derrière Primoz Roglic de perdu pour Juan Ayuso qui a bien limité la casse. Et qui est avec Roglic, là aussi, un des grands vainqueurs du jour. Puisqu'il prend beaucoup de temps à des coureurs comme Carapaz, comme Bernal ou comme Ciccone. Et maintenant, on va voir le temps d'Isaac Del Toro pour savoir si Isaac Del Toro va perdre son maillot rose ou va le garder. Ayuso est le seul qui peut lui prendre. Il avait 1 minute et 13 secondes d'avance. Et ça devrait passer. Ça devrait passer pour Del Toro. Il est à 2 km. Et on annonce un écart là en temps réel de 52 secondes. Donc, à moins qu'il perde 20 secondes au cours de ces 2 km, qu'il a un problème, une chute, il va garder son maillot rose a priori, Isaac Del Toro. Allez, le voilà qui arrive. Isaac Del Toro, loin de Dan Hull, évidemment. Ça va être officiel, la victoire du Hollandais Dan Hull de la Lidl Trek, qui a profité d'être passé sur le sec, qui a profité du petit problème de Joshua Tarling pour aller rapporter une belle victoire. Isaac Del Toro, qui donne tout sur la fin et qui termine à 2 minutes et 22 secondes de Dan Hull, c'est-à-dire à 1 minute et 8 secondes de Primoz Roglic et à 48 secondes de Juan Ayuso. Il va donc garder son maillot rose pour à peu près 25 secondes sur Juan Ayuso. Il aura le droit à un jour de plus, le jeune Mexicain Isaac Del Toro.
qui s'est bien défendu malgré tout. Il avait fait un très mauvais départ et puis il a limité la casse sur la fin. Il sera maillot rose. On va faire le point, mais il y aura encore là des grands changements au classement général avec des coureurs qui se sont bien mieux sortis que les autres. Mais la victoire, elle est pour inattendue, mais elle est encore pour la Lidl Trek. C'est pas Mats Pedersen aujourd'hui. C'est Dan Uhl qui s'impose, le champion des Pays-Bas du contre-la-montre, qui remporte ce chrono devant la Tour de Pise. Il ne comptait qu'une seule victoire dans sa carrière avant celle-ci, Dan Uhl. C'était le championnat des Pays-Bas du contre-la-montre. C'est pour ça qu'il s'était lancé avec ce maillot de champion des Pays-Bas sur les épaules. Et à 26 ans, il remporte donc une deuxième victoire. Et quelle victoire! C'est une étape du Giro, une étape World Tour, une étape sur un grand tour. C'est donc un véritable exploit que vient de faire l'ami Dan Uhl, qui devance pas n'importe qui, puisqu'il devance Joshua Tarling de 7 secondes. Derrière, le top 10 est complété uniquement par des coureurs qui sont partis plus tôt que les autres. Ethan Hayter, 3e à 10 secondes. Mattia Cataneo, 4e. Eduardo Affini, 5e. Jay Vine, 6e. Luc Plapp, 7e. Marco Frigo vient terminer 8e devant Michael Hepburn. Et c'est Xavier Mikel Asparen de la Q36.5 qui termine 10e. Pour voir le premier coureur du classement général, le mieux placé, il faut descendre à la 17e place pour voir Primoz Roglic qui a terminé à 1,15 de Dan Uhl, juste devant Dorian Godon, premier français du jour. Derrière, Juan Ayuso termine 22e, Simon Yates 23e et Antonio Timeri 26e. Ce sont les 4, on va dire, gagnants. Les perdants, ce sont plutôt les Adam Yates qui fait 41e, Peacock 42e, Gaudu et Storer qui font 46 et 47e. Encore plus loin, Ciccone 57e, Carapaz 59e et Egan Bernal 64e à 2 minutes 58. Fait le plus mauvais temps parmi un petit peu tous les coureurs, les favoris du classement général. Derrière, celui qui a fait le plus mauvais temps tout court, c'est Marco Brenner, l'Allemand de la Tudor, qui a terminé 171e et dernier à 6 minutes et 12 secondes de l'ami Dan Uhl. Classement général, le trio de tête ne change pas. Isaac Del Toro est toujours leader, mais il n'a plus que 25 secondes sur Juan Ayuso et 1 minute et 1 seconde sur Antonio Tiberi. Mais derrière, Simon Yates monte à la 4e place à 1,03 et surtout Primoz Roglic passe de la 10e à la 5e place avec 1 minute 18 de retard sur Del Toro et donc moins d'1 minute de retard sur Juan Ayuso. Il est complètement de retour dans le game après ses péripéties d'il y a des jours sur les chemins blancs de Sienne. Brandon McNulty et Adam Yates sont 6 et 7e devant Giulio Ciccone qui passe de la 5e à la 8e place et Richard Carapaz, encore plus grand perdant, qui passe de la 4e à la 9e place. Thymen Arensman rentre dans le top 10 aux dépens d'Egan Bernal, désormais 11e. Pas de changement dans les autres classements. Mats Pedersen en tête du classement par points. Lorenzo Fortunato en tête du classement de la montagne. Et Isaac Del Toro toujours en tête du classement du meilleur jeune. Demain, étape intéressante, étape encore une fois indécise. Vallonné, une grosse ascension à mi-course, 14 km à 9% de moyenne, avec les derniers 4 km qui sont à 11% de moyenne. Donc là, c'est vraiment énorme. Ça devrait éliminer tous les sprinteurs potentiels. Derrière, une longue descente, puis encore 2 ascensions, une de 11 km à 5%, puis une de 6 km à 6%, avant 6 derniers kilomètres plutôt plats. Donc voilà, ça sera pour les grimpeurs, punchers. Peut-être une échappée, une longue ascension comme ça à mi-parcours, ça pourrait permettre à des échappés de prendre le large. Peut-être une explication entre favoris, peut-être un Mats Pedersen qui aurait résisté et qui sera là dans le final pour aller encore chercher une nouvelle victoire. Plein de scénarios possibles, comme c'est souvent le cas sur toutes ces étapes du Giro. On a déjà hâte d'y être et de voir si Isaac Del Toro va pouvoir encore garder son maillot rose demain sur la 11e étape du Giro. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.